Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronome, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un type de télescope dont je n'ai que très peu parlé sur la chaîne, on va parler des casse-grains classiques entre guillemets, la grande famille des casse-grains. Vous allez voir que casse-grains ce n'est pas qu'un seul télescope, on va retrouver tout un tas de télescopes dans cette famille, c'est une famille. Et on va parler de ces télescopes dans le cadre d'un projet que j'emmène à terme pour une personne qui désire réaliser un observatoire en fixe. Donc voilà, ce télescope lui est destiné et il m'a autorisé aujourd'hui à présenter son télescope et tous les accessoires que j'ai modifiés, parce que c'est un télescope que j'ai modifié, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait sur ce télescope. Allez, c'est parti. Et voici la bête. Ah, il manquerait une poignée quand même, hein. Nous voici donc avec le Sharpstar SCA 260, donc c'est un type casse-grain de 260 mm, mais ça je pense que vous l'avez deviné, hein, c'est compris dans le nom. Et il fait partie donc de la grande famille des casse-grains. Les casse-grains, ils ont été inventés de ça il y a déjà plusieurs centaines d'années, on est autour des années 1670 par Laurent Cassegrain qui décide donc de construire un télescope avec un miroir primaire parabolique concave et un miroir secondaire hyperbolique convexe. Et cette première base de télescope casse-grain va donner naissance donc à plusieurs autres types de télescopes qu'on connaît plutôt sous le nom Ritchey-Chrétien, qui est sûrement l'un des plus utilisés des télescopes casse-grain. C'est la technologie qui est utilisée donc dans le télescope Hubble que vous connaissez. Le télescope Hubble, c'est un Ritchey-Chrétien. On va aussi retrouver des Ritchey-Chrétiens dans les grands télescopes terrestres comme le VLT. Les VLT, ce sont des télescopes Ritchey-Chrétiens. Mais on va aussi avoir des déclinaisons comme les Dall-Kirkham qui sont légèrement différents, et aussi on va retrouver donc les Mach et bien entendu les Schmidt-Cassegrain. Alors les Schmidt-Cassegrain, c'est un casse-grain avec une lame de Schmidt. C'est Monsieur Schmidt qui a été mettre une lame devant, une lame de fermeture qui permet de rectifier certaines aberrations. On va pas entrer dans le détail, mais bon voilà, c'était intéressant de savoir un petit peu. Alors quelle est la différence entre maintenant les casse-grains classiques qu'on a pu avoir il y a quelques temps et par exemple les Ritchey-Chrétiens qu'on retrouve quand même majoritairement sur le marché? Le Ritchey-Chrétien lui part sur une base de deux miroirs hyperboliques qui va permettre en fait de corriger donc l'acoma et l'apparition de sphéricité. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors derrière, il va rester encore de l'astigmatisme et de la courbure de champ qui peuvent être, elles, corrigées derrière par un jeu de lentilles. Alors ici, ce n'est pas un Ritchey-Chrétien, donc on est sur plutôt quelque chose qui va ressembler à un Dall-Kirkham. On va avoir ici un miroir primaire qui va être asphérique avec un miroir secondaire qui va être sphérique, et tout ça avec un jeu de lentilles correctrices derrière. Donc ici, on est sur une focale de 1300 mm avec un rapport FD donc à 5. Alors je pense que vous avez découvert son principal atout. Quand on voit la taille et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est sur 1300 mm de focale et il ne fait que 60 mm de longueur. Ce sont des télescopes donc extrêmement courts qui vont faciliter énormément de choses, entre autres l'équilibrage. Ceux qui ont l'habitude des Ritchey-Chrétiens savent que l'équilibrage est relativement aisé. Et on est sur un type donc casse-grain avec l'observation qui se réalise par l'arrière du tube. Voilà, on ne va pas avoir le déport du porte-oculaire sur le côté quand il est sur l'avant. Et les utilisateurs de Newton comme moi le savent très bien que l'équilibrage est extrêmement délicat sur ce type de télescope. Sur les Newton, voilà, on est toujours un petit peu en galère de balourd sur le côté. Même si on a tendance à mettre le porte-oculaire dans l'axe de la queue d'aronde en dessous, il reste toujours certaines choses qui sont désagréables au niveau de l'équilibrage. Et certaines montures de nouvelle génération sont relativement sensibles à cet équilibrage. Donc dans ce projet, on est parti sur cette base et j'ai fait quelques petites rectifications. Et la base principale de la rectification se trouve ici. Donc ici, ça c'est le porte-oculaire d'origine. C'est un porte-oculaire de 3 pouces, 3,2 pouces. Voilà, il n'est pas forcément mauvais. Là, les fabrications de Sharpstar, ceux qui connaissent déjà, donc on est sur les mêmes gammes que les Askar, Askar Sharpstar. Les porte-oculaires, mécaniquement, ils sont quand même relativement bons. On n'a pas trop à se plaindre, c'est souvent de gros morceaux assez costauds. Donc celui-ci, il l'était aussi, bien entendu. Mais cette personne voulait donc quelque chose qui était full automatisé pour le mettre donc en poste fixe. Voilà, donc j'ai fait quelques petites propositions et on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai rectifié sur ce tube. Alors parlons déjà de ce qui est d'origine. Ici on va retrouver donc des ventilateurs pour la mise en température du miroir primaire.
Donc ça c'est d'origine, hein, avec sa petite alimentation qui se trouve ici. Ici on va retrouver donc les boutons d'alimentation pour enclencher les ventilateurs. Et ici vous pouvez le voir qu'il y a des vis de collimation. Donc il y a 3 vis de collimation et des vis de blocage sur ces modèles pour le miroir primaire. Alors contrairement au Schmidt casse-grain qui est beaucoup plus simple en collimation, le Schmidt casse-grain on va collimater uniquement le miroir secondaire. Le miroir primaire étant fixe, il n'y a pas lieu de venir le régler, il est réglé d'origine. Ici c'est un petit peu plus complexe, alors c'est l'un des points négatifs que je dirais que je donnerais sur ces types de télescopes, c'est-à-dire un casse-grain, si le miroir primaire est collimatable, eh bien on va retrouver tout un tas de difficultés en plus. Parce qu'un miroir secondaire à collimater, c'est relativement facile. Je vous renvoie vers ma collimation du Schmidt casse-grain. Vous pouvez voir, vous avez 3 vis de collimation à toucher. Même si ça peut paraître complexe, à vrai dire, ça ne l'est pas du tout par rapport à ce type de télescope. Il faut savoir que ces types de télescopes, il y a tout un tas de réglages qui sont importants. Et entre autres, la distance entre le primaire et le secondaire, le centrage du primaire par rapport au secondaire. Si tout ça n'est pas bon, ça va créer des aberrations de tout type. Alors à l'arrière du télescope, on va aussi retrouver donc une lentille correctrice. Ce qui est le plus simple à notre portée dans cette collimation, c'est la collimation du secondaire et du primaire qui va se réaliser plutôt sur étoile. Alors vous allez avoir le réglage de la collimation du secondaire qui va être relativement simple, avec un petit œilleton, ou alors le mieux c'est le petit Cheshire de chez Takashi. Ou alors le Hocal, moi j'ai vérifié la collimation avec le Hocal au niveau du miroir secondaire, c'est pas trop mal, aussi ça marche pas trop mal. Et ensuite la fin de la collimation se réalisera automatiquement sur une étoile brillante au niveau du primaire. Le réglage de l'astigmatisme et tout ça, ça se règle, et ainsi que la distance des miroirs, le centrage des miroirs, tout ça, ça doit être réglé. Normalement d'usine, si le fabricant fait bien son boulot, c'est réglé d'usine. Après, moi je conseille quand même, si vous le pouvez, c'est de l'envoyer en vérification chez un artisan opticien. Voilà, moi je vous mets un petit lien, voilà, je vais faire un petit peu de pub à monsieur Leclerc, voilà, qui est dans le sud. Opticien qui a récupéré le matériel de chez Erilab et qui fait du coup du réglage de casse-grains, de toute la famille des casse-grains et autres. Hein. Vous pouvez emmener votre tube là-bas, ça vous coûtera autour de 200-950 € pour une vérification complète. Alors bien entendu, attention, un télescope quand il va voyager, il va avoir tendance à se décollimater. Après, je suis pas sûr qu'un casse-grain se décollimate aussi facilement qu'un Newton. Bon, voilà, après, franchement, je vous dirais que je n'utilise pas assez de casse-grain pour vous dire. Donc, monsieur Leclerc, lui, il va forcément vérifier les distances des miroirs, il va vérifier les centrages, régler l'astigmatisme, faire les collimations et tout ça en banc optique, ce qui n'est pas réalisable forcément par tout le monde à la maison. Voilà. Après, c'est peut-être intéressant de l'envoyer quand même, ça vous permet d'avoir vraiment une très bonne base de travail, même s'il se décollimate un petit peu au transport, ce sera peut-être quelque chose de plus futile et des réglages simples que vous pouvez faire vous-même. Mais au moins, vous partez sur une base saine. Alors quand vous achetez ce télescope, il arrive déjà avec les 2 queues d'aronde ici. Alors en haut, c'est pas une queue d'aronde, c'est une platine de fixation classique. Et en dessous, vous avez une queue d'aronde Losmandy, type Losmandy. Vous allez avoir donc le fameux porte-oculaire, ici 3 pouces. Voilà. Alors ce porte-oculaire, vous voyez qu'ici il y a une bague. Donc cette bague-là, c'est la bague qui est fixée normalement derrière le miroir primaire. Parce que sur ce télescope, le porte-oculaire il est fixé directement sur le primaire. Il n'est pas libre comme sur certains Ritchey chrétiens, où on peut régler directement le porte-oculaire indépendamment du miroir primaire. Donc là, si on bouge le primaire, en fait, on vient bouger donc le porte-oculaire. Bon, c'est une particularité, voilà, mais la plupart elles sont comme ça. Hein. Voilà. Alors, comme je disais, il n'est pas mauvais. Hein. C'est un type crémaillère avec réduction de vitesse. Voilà. Donc, vous pouvez déjà faire avec ça. Hein. Et ici, vous pouvez facilement installer un EAF. Mais c'est pas la solution sur laquelle on est parti pour ce télescope. Donc, cette bague-là, je disais qu'elle était fixée directement sur le miroir derrière.
Et en fait, normalement, ça se dévisse. Bon, j'ai bien galéré, j'ai pas réussi. Donc moi, j'ai contacté Sharpstar. Ils m'ont renvoyé juste la bague là, qui me permet donc d'arriver à ce résultat qu'on va voir tout de suite. Alors le but de la manipulation, voilà, qui m'a été demandé, c'était d'avoir quelque chose qui soit 100% autonome, facile d'utilisation, et avec certaines choses comme ici un rotateur de champ, qu'on puisse donc régler le champ de la caméra, qui va être fixé ici, directement depuis le PC à distance. Alors à des fins de simplicité, on est parti aussi sur un porte-oculaire robotisé, c'est-à-dire le robot focus, plutôt que de devoir être fixé sur une platine et tout, qui peut bouger et tout, trouver les fixations pour que ce soit bien, même si là c'était relativement simple, de mettre un EF, voilà, donc on est parti sur quelque chose, donc fabrication, donc c'est Premialus Lab qui fait ça, ce robot focus. On va en retrouver aussi chez d'autres fabricants, mais ici par rapport à toute la fixation qui était nécessaire derrière, c'était plus facile de partir sur du Primalus Lab. Et leur système de rotateur, voilà, qui était intégré, voilà, enfin ici c'est fixé indépendamment, mais on est sur un bloc relativement simple avec ici des câbles qui vont de l'un à l'autre relativement simple. On va pas avoir beaucoup de câbles, donc on va avoir entre le robot focus ici et le rotateur, et en fait ce câble là il va gérer l'alimentation du rotateur et la rotation à travers le robot focus ici. Alors à savoir aussi que ces deux équipements, donc le rotateur et ici le focuseur robotique, sont utilisables en Wi-Fi. Donc vous pouvez les piloter indépendamment avec un smartphone aussi ou n'importe quoi. Il y a des petites applications qu'ils ont fait qui sont relativement bonnes. Ça c'est pour une utilisation différente, pour vous par exemple, mais il faut savoir que c'est utilisable de cette façon. Alors la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'était de pouvoir trouver ce qu'il fallait pour fixer, parce qu'en fait ici on va avoir un point focal qui est à peu près à 70-75 mm derrière le porte-oculaire d'origine. Voilà, donc ça c'est le porte-oculaire d'origine. Voilà, il est fixé ainsi derrière, donc on est à peu près à la même distance. Là on a un peu de chance, mais il faut savoir que c'était pas gagné d'avance, parce qu'il fallait trouver une bague de fixation qui se fixe donc à la place du porte-oculaire. Et le filetage c'est du M114x1. Allez donc me trouvez vous une bague M114x1 et après en fixation qui soit assez fine et tout ça pour maintenir, pour avoir le focus derrière. Et ben ça n'a pas été si compliqué que ça, à vrai dire. Je vais vous donner une petite astuce qui nous permet d'avoir des bagues facilement. Donc alors je vous mets le lien, je me souviens plus du nom, c'est une boîte américaine qui permet en fait sur leur site internet de sectionner, voilà, sur la fixation sur le télescope que vous voulez. Donc là vous avez SCA 260 V2, ça c'est la version 2 du télescope. Donc ça va tout, il connaît les filetages, donc il va déjà savoir que c'est du M114. Et quelle sortie on veut avoir, donc moi j'ai demandé une sortie qui était pour un porte-oculaire Primalus Lab 3 pouces. Il va générer un fichier 3D. Et ce fichier 3D, j'ai demandé, donc on peut régler l'épaisseur de la bague, j'ai demandé l'épaisseur la plus faible possible. Donc on est sur une épaisseur de, je sais plus, de 22 mm en sortie. Donc plus l'épaisseur de tout l'ensemble, on arrive à peu près à l'épaisseur d'origine de ça. Donc on a encore 70 mm. Alors un petit peu moins je crois, on va voir peut-être un petit peu moins de 70. Mais avec une caméra ASI 6200 mm, il n'y a pas particulièrement de problème parce qu'on va voir 55 mm, donc il nous reste encore un petit peu de marge. Alors ici vous pouvez voir donc le support du miroir secondaire qui est ici, avec ces trois vis de collimation qu'on va retrouver là. Alors ces télescopes forcément ils vont être relativement sensibles à l'humidité et donc à la buée du miroir secondaire. C'est un télescope que j'ai testé sur étoile pour vérifier la collimation si on était déjà à peu près bien. Et effectivement, je n'avais pas mis la résistance chauffante et j'ai pu m'apercevoir vraiment que en fait, au bout dans les endroits humides, on va retrouver quand même de la condensation qui va se créer sur le miroir. Donc, il a été nécessaire de rajouter une résistance chauffante. Alors ici, pas de particularité, hein, on est parti sur une résistance chauffante, alors je sais plus, je crois qu'elle fait 40 ou 40 cm, qu'on a placé autour du miroir, ici, du support miroir. Et on a fait courir ici donc le câble long donc sur le dessus du support secondaire ici.
Alors c'est un télescope, vous avez donc ce qu'on appelle ici l'araignée avec ces 3 branches. Donc cette araignée crée ce qu'on appelle donc des aigrettes sur les étoiles sur nos photos. Donc voilà, ça fait des croix sur nos étoiles les plus brillantes. Et si on la met n'importe où, en fait, on va recréer une nouvelle aigrette, donc il fallait absolument la faire passer par là. Sauf que si on la fait mal passer, si elle décale un petit peu, eh bien ça peut nous dédoubler les aigrettes. Donc on crée une d'un côté et de l'autre, parce qu'une branche ici, ça crée 2 aigrettes. Hein, c'est pas une branche, une aigrette, c'est une branche, 2 aigrettes. C'est pour ça que quand on fait la mise au point, on a des aigrettes qui sont en double, parce que voilà, on va avoir donc une aigrette qui correspond à cette baguette, une aigrette ici, une aigrette là, une aigrette là. Donc quand on fait la mise au point, ça ne se voit pas parce que les aigrettes sont confondues. Mais si vous avez ici le cap qui sort un petit peu, ça va créer 2 autres nouvelles aigrettes, donc ça va dédoubler les aigrettes au niveau d'ici. Donc il a fallu tester ça et vérifier que le fait de mettre bien ça comme ça ne créait pas des aigrettes dédoublées, parce que forcément c'est très moche. Et là, le premier coup, c'était pas bon, j'avais mis un autre scotch que celui qui est là. Donc là, c'est du gaffeur classique d'électricien en noir. Hein. Et bon, là, les étoiles sont nickel. Alors, tout ce beau petit matériel, il va être commandé à distance. Donc, il a fallu trouver un petit peu comment faire. Donc, il y avait plusieurs solutions. Il y avait la solution de Lazier. Sauf que ceux qui ont l'habitude de Lazier, maintenant le savent. Lazier ne prend en charge que les caméras ZWO, que les focuseurs ZWO, etc. etc. C'est un système qui est relativement fermé sur la base du matériel ZWO, ce qui est tout à fait normal. Je comprends que ZWO ait fait ce choix. Cependant, on ne pouvait pas du coup utiliser Lazier, donc parce qu'on avait déjà du coup le focuseur Primasulus Lab et le rotateur Primalus Lab, etc. Donc il a fallu trouver une nouvelle solution, et il y avait la solution du PC portable, mais bon, avec l'écran et tout, c'est pas forcément pratique d'avoir ça dans le cas de cette personne. Ou alors il y avait la solution de tirer du cap peut-être, voilà, mais c'est pareil, c'était pas particulièrement intéressant, parce qu'il aurait fallu de toute façon rajouter les alimes, tout ça, enfin bref, ça aurait été un peu plus compliqué. Et du coup, on est parti sur la solution de chez Primalus Lab aussi, qui est le Eagle. Alors vous allez me dire, du coup tu prends tout Primalus Lab, alors que voilà, tu dis que ZWO c'est fermé, tu prends pas tout ZWO, etc., etc. Oui mais non, parce que ça c'est un système PC. Voilà, ça c'est un mini PC. C'est un PC où du coup on va pouvoir installer tous les logiciels que l'on veut. C'est un système Windows 11 à l'intérieur. Donc on va pouvoir piloter toutes les caméras qu'on veut, le focuseur qu'on veut, tout ce qui est compatible Ascom et avec le logiciel Astro classique. On a installé Nina, on a installé carte du ciel, etc. etc. L'avantage c'est que c'est pilotable par Wi-Fi. Donc on a les ports USB, on a le Wi-Fi, on a Ethernet si on veut passer du câble aussi. Port HDMI si on veut mettre un écran, parce que des fois c'est plus facile de configurer ça à la maison avec un écran. On a des ports d'alimentation aussi de résistance chauffante, des ports d'alimentation aussi pour les caméras, ports d'alimentation pour la monture, et puis toutes les prises USB du coup qui vont avec. On a un SkyMeter aussi qui permet de vérifier l'état du ciel à l'endroit où on pointe. Et puis on a du port alors mini HDMI, et aussi on a de l'USB-C je crois. Ah non, peut-être pas sur celui-là. Non. Ah si, on a de l'USB-C qui peuvent servir aussi d'alimentation. Donc voilà, ça se connecte en Wi-Fi. Il y a un logiciel dedans aussi, Primalus Lab, qui permet de piloter tout le matériel. Bref, de toute façon, ça passera par Nina. Nina en Ascom avec tout le matériel Primalus Lab et la caméra ASI 6200 de cette personne. Et puis le jour où il veut changer de caméra, il pourra sans aucun souci, ou s'il veut changer de marque de matériel, il n'y a aucun souci, ce sera 100% compatible. En plus de ça, ça peut être fixé facilement sur la platine qu'on a vue sur le dessus du télescope. Et l'avantage aussi, c'est que vous voyez ici, c'est du dur, c'est du métal. On va avoir des trous qui nous permettent de fixer une lunette guide ou carrément une lunette imageuse. Ça peut porter 8 kg. Donc on peut avoir ça sur la platine du télescope. Et par-dessus, une autre lunette, un autre setup qui nous permet de faire vraiment du plus grand champ. Donc je trouve ça vraiment excellent. Alors forcément, ça coûte un peu cher, c'est un ordinateur. Donc forcément, en fonction de l'ordinateur qu'on veut, ça coûte plus ou moins cher. Et l'avantage, c'est qu'en remote, on peut trouver facilement ça dans les observatoires. Parce que, dans les observatoires, dans les licences, genre les télescopes au Chili, si vous voulez mettre votre télescope au Chili, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre traitement dessus.
C'est-à-dire vous mettez PixInsight, vous faites tout votre pré-traitement à distance dessus, ça vous évite de télécharger toutes les images, toutes les brutes qui prendraient des gigas et des gigas et un temps fou en fonction de la connexion internet. Ce qui vous permet donc de faire le traitement, le pré-traitement et de récupérer uniquement l'image brute. Qui, bon, certes, ça va peut-être faire 1 giga, mais ça vous évite de télécharger 30 ou 30 gigas ou je ne sais pas combien en fonction du nombre d'images que vous avez fait. Et du coup, je me fais attaquer. Et du coup, c'est quand même vachement pratique. Voilà, un seul cas d'alimentation. Et puis, c'est parti, ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu découvrir ainsi la famille des télescopes casse-grains à travers cette vidéo de présentation de ce matériel customisé par mes soins. Donc vous aurez vu aussi du matériel de chez Premialus Lab, quelque chose que je n'avais pas du tout présenté encore. Le Eagle, quelque chose que je trouve excellent. Dans mon cas, je n'en ai pas l'utilité parce que j'ai déjà mon PC dehors. Mais dans beaucoup de cas, je pense que même en nomade, c'est quelque chose qui est très pratique parce que piloté par Wi-Fi, parce que vous pouvez aussi le piloter par tablette avec leur logiciel dédié. C'est ultra pratique. Et là, vous n'êtes plus coincé avec le matériel de chez ZWO. C'est ultra intéressant. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce bleu et à bientôt sur Astronaute.